Ulrich Bonner, est-ce que vous pouvez effectivement nous confirmer qu'il y a que Volodymyr Zelensky serait prêt à lâcher? On le voit prendre la parole à de multiples reprises. Là, on l'a vu, les images, les applaudissements devant le Parlement européen. Il s'est aussi exprimé devant son Parlement à lui. Est-ce qu'il peut lâcher? Je pense que, effectivement, comme l'a dit Gulliver Krag, il y a effectivement une volonté toujours chez les Ukrainiens de continuer et de ne pas renoncer effectivement au territoire, à l'intégrité territoriale, mais il y a effectivement une réalité qui rattrape le pays, qui est que dans cette guerre d'attrition, finalement, la Russie effectivement s'épuise, mais l'Ukraine s'épuise plus vite que la Russie. Et donc dans ce cadre-là, effectivement, Volodymyr Zelensky ne peut pas tenir sur la durée s'il n'y a pas un engagement occidental très fort derrière le pays. Or, on voit bien qu'avec l'arrivée de Donald Trump, il est très probable que au moins le soutien américain soit plus ou moins retiré, ce qui va contraindre finalement l'Ukraine à devoir faire des concessions. Alors on va y revenir sur ce soutien de moins en moins important des États-Unis. Là, on a vu ces images avec le Parlement européen qui applaudit à tout rompre le président ukrainien. Est-ce que c'est vraiment que des symboles? Est-ce qu'il se sent de plus en plus seul? Est-ce qu'il est de plus en plus seul? Alors, je pense qu'au niveau du Parlement européen, c'est une réalité. Il y a toujours des motions qui sont votées à une écrasante majorité. Donc, là, je pense que l'immense majorité des parlementaires européens soutiennent l'Ukraine. C'est assez clair. En revanche, la question se pose finalement au niveau plutôt de l'exécutif. C'est-à-dire, effectivement, des 27 pays qui prennent véritablement les décisions. On voit bien que sur chaque décision, notamment financière, qui nécessite une véritable unanimité, c'est extrêmement compliqué. On a des pays comme la Hongrie, comme la Slovaquie qui sont vent debout contre le soutien à l'Ukraine. Donc effectivement, ce que l'on sent apparaître avec ce retrait américain qui force un petit peu les Européens à prendre l'initiative, c'est qu'on voit plutôt une espèce de coalition de pays qui souhaiteraient éventuellement continuer l'aide à l'Ukraine. La France, l'Angleterre, la Pologne. Et donc l'Allemagne, c'est un peu plus trouble. L'Allemagne, c'est pas très clair. Et puis de toute façon, l'Allemagne, je pense, est complètement en stand-by jusqu'aux élections. Donc effectivement, on sent quand même qu'il y a une volonté de certains pays de ne pas abandonner l'Ukraine et de finalement l'empêcher d'être complètement contrainte à un cessez-le-feu qui serait complètement contraire aux intérêts de l'Ukraine. Mais effectivement, ça prend du temps et c'est surtout que c'est contraint. Et en fait, il faut que tout ça s'organise d'ici au 20 janvier. Alors, Volodymyr Zelensky s'est exprimé à plusieurs reprises, je le disais. On va l'écouter. Voici cette mise en garde qu'il a faite donc, devant les parlementaires européens. Ensemble, nous avons accompli déjà beaucoup, mais nous ne devons pas avoir peur de faire encore plus. Alors que certains dirigeants européens pensent à certaines élections, à des choses qui pourraient aller à l'encontre de l'Ukraine, Poutine est déterminé à gagner cette guerre. Il ne s'arrêtera pas de lui-même. Plus il aura de temps, plus les conditions se dégraderont. Et il est clair qu'en l'absence de certains facteurs clés, la Russie ne sera pas vraiment incitée à s'engager dans des négociations sérieuses. Voilà, petit coup griffe pour l'Allemagne, on l'évoquait. On va retrouver Gulliver Krag. Effectivement, là, Volodymyr Zelensky le rappelle, Vladimir Poutine, lui, n'a pas d'agenda et il continue. On a appris hier que Joe Biden disait finalement, allez, on peut y aller avec les missiles de longue portée. Est-ce que c'est un tournant pour vous? Est-ce que les Ukrainiens le vivent comme ça? Non, je ne pense pas parce que c'est limité seulement à la région de Koursk en Russie. Pour le moment, le nombre de ces missiles qui ont été fournis est limité. Les Ukrainiens sont contents, ça fait longtemps qu'ils demandaient ça. Ils pensent que ça va sauver des vies, alors on ne peut pas dire que c'est sans importance, mais ce n'est pas quelque chose qui va changer le cours de la guerre. Peut-être on pourrait espérer que cela pourrait encourager Vladimir Poutine à s'asseoir à la table des négociations avec des propositions vaguement acceptables pour l'Ukraine. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que grand nombre d'Ukrainiens pensent que Vladimir Poutine ne s'arrêtera pas là. Au maximum, il fera une pause pour regrouper, pour se réarmer et que son cible, c'est vraiment de contrôler toute l'Ukraine et que toute personne qui pense que la Russie, à ce stade où ses soldats ont le vent en poupe, où ils ont clairement un avantage sur le terrain, que la Russie se satisferait juste d'une partie de l'Est, un peu moins de 20% du territoire, l'Est et le Sud au total, pense que c'est totalement illusoire et ils pensent beaucoup d'Ukrainiens qu'une pause serait dangereuse pour l'Ukraine parce que la Russie reviendrait et attaquerait
apparaîtrait à nouveau dans pas très longtemps et serait plus fort. J'ai parlé aujourd'hui à une femme de soldat qui était dans une manifestation pour que les soldats qui sont sur le front depuis longtemps aient le droit de revenir et pour qu'il y ait des renforts qui soient envoyés pour que la mobilisation soit organisée autrement. Donc elle réclamait en même temps le retour de son mari, mais en même temps elle a dit s'il y a cessez-le-feu, s'il y a pause, on va quitter le pays. Et je pense qu'il y a des millions d'Ukrainiens qui prendraient une décision similaire. Juste une dernière question sur ce nucléaire ukrainien. Il semblerait qu'effectivement on essaye, enfin que les autorités ukrainiennes essayent de développer un arsenal nucléaire. Vous nous le confirmez ? Alors, Volodymyr Zelensky a dit qu'il avait parlé de ça à Donald Trump en disant on a besoin soit de rentrer dans l'OTAN, soit d'avoir notre propre arme nucléaire. Après, l'exécutif ukrainien a clarifié que le pays ne renonce absolument pas au traité de non-prolifération, n'a pas l'intention de devenir un État voyou et de développer des armes nucléaires illégalement. Mais il y a certains militaires ukrainiens qui en ont parlé dans les médias en disant que le pays a beaucoup d'uranium, serait capable dans relativement peu de temps de développer une arme nucléaire basique. Je pense que c'est une sorte de ballon qu'il lance dans l'espace médiatique. Il commence à en parler. Certainement, beaucoup d'Ukrainiens en rêvent. Je pense certainement le gouvernement sait que c'est impossible sur le plan politique, si c'est possible sur le plan technique. Et sur le plan technique aussi, il y a beaucoup de questions parce que enrichir l'uranium, même si on en a en stock, ce n'est pas chose simple. Merci Gulliver pour ces précisions en ce millième jour de guerre en Ukraine. Merci d'avoir participé à Paris Direct. Ulrich Bouna, on va revenir. Alors effectivement, là, il y a un urgent qui arrive. La Russie dit que l'Ukraine a frappé son territoire avec donc ces missiles ATACMS américains. Je vous voyais acquiescer tout à l'heure à ce que disait Gulliver Krag. Pour vous, ça ne va rien changer ? Alors c'est pas que ça va rien changer, mais ça va pas avoir l'effet que ça aurait eu effectivement si ces missiles avaient été donnés au moment où les Ukrainiens le réclamaient il y a quasiment un an. Ça va avoir un effet ponctuel. Alors effectivement, vous mentionnez cette frappe de missiles ATACMS. Elle a eu lieu sur un dépôt de munitions qui est situé à environ 100 à 150 km de la poche de Koursk qui est tenue par les Ukrainiens. Donc effectivement, ça va avoir cet aspect ponctuel où ça va probablement relâcher un peu la pression russe dans l'oblast de Koursk, puisqu'ils vont avoir un peu plus de mal à organiser leur chaîne logistique pour faire venir leurs hommes et leurs munitions au contact des Ukrainiens. Et je pense que c'est l'objectif d'ailleurs des Américains, enfin du président Biden en tous les cas, c'est effectivement de permettre à l'Ukraine de tenir cette poche de Koursk le plus longtemps possible. Parce que c'est l'un des derniers atouts en fait qui reste si un jour des négociations s'ouvrent entre la Russie et l'Ukraine. Cette oblast de Koursk, c'est l'un des derniers atouts de l'Ukraine. Un moyen de pression. Tout à fait. Un espèce. Si vous voulez, en fait, tant que cette oblast de Koursk qui continue à être occupée par les Ukrainiens, la Russie ne peut pas se satisfaire d'un cessez-le-feu, d'un gel en fait simple de la guerre, puisque une partie de son territoire sera occupée. Donc effectivement, ça reste un atout pour les Ukrainiens et je pense que c'est pour ça que Joe Biden l'a donné parce qu'il a conscience de ce qui risque de se produire avec une administration Trump. En revanche, effectivement, comme l'a dit votre reporter, les Ukrainiens n'ont pas beaucoup de ces missiles. Il semblerait que la zone géographique sur laquelle ils peuvent l'utiliser est quand même relativement restreinte. Donc effectivement, ça ne va pas renverser le cours de la guerre. Et alors Emmanuel Macron, depuis Rio, où il participe au G20, a approuvé ce go lancé par Joe Biden. Est-ce que la France va faire pareil ? Parce que d'autres pays sont beaucoup moins sur cette ligne-là. Je pense à l'Italie. Alors, par rapport donc aux missiles de longue portée, finalement, il n'y a pas beaucoup de pays qui en ont fourni à l'Ukraine. Et il y a notamment finalement la France, l'Angleterre et les États-Unis. Pour la France et l'Angleterre, donc ce qu'on appelle les missiles Scalp et Storm Shadow, qui sont grosso modo la même chose, en fait, finalement, il y avait déjà un espèce de feu vert tacite de la France et de l'Angleterre, enfin de Royaume-Uni, pardon. Mais en revanche, c'était un veto américain qui avait été mis sur l'utilisation de ces armes, puisqu'il y a des composants américains dans ces missiles. Donc le feu vert donné par Joe Biden pour les missiles ATACMS devrait logiquement en fait entraîner une espèce de feu vert français, enfin une confirmation du feu vert français et britannique pour ces missiles de croisière Scalp Storm Shadow. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde finalement la réponse du ministre des Affaires étrangères français hier à la question, c'était je vous renvoie à ce qu'avait dit le président Macron au mois de mai, c'est-à-dire grosso modo les Ukrainiens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Donc effectivement il est probable qu'on voit des missiles Scalp et Storm Shadow frapper le territoire russe comme on en avait vu sur la Crimée il y a quelques mois. Alors on évoquait une possible fin de la guerre en 2025, mais à quel prix? On rappelait 20% de territoire quand même ukrainien. À voir si ça va être effectivement proposé et adoubé. Il y a aussi ce risque de guerre nucléaire, puisque ça ne vous a pas échappé que le président russe
Russe a choisi aujourd'hui pour signer donc ce décret qui permet d'élargir les possibilités de l'arme nucléaire. Est-ce qu'il faut qu'on s'en inquiète? Est-ce que c'est encore une fois Vladimir Poutine qui brandit cette menace? Alors il y a effectivement toujours une part de propagande, aussi bien en interne qu'en externe, de la part de la Russie lorsqu'elle parle de nucléaire. Il y a une volonté de faire peur à l'Occident, il y a une volonté aussi de projection de puissance auprès de la population pour rappeler que la Russie est une grande puissance nucléaire. Je pense qu'il ne faudrait pas non plus effectivement en faire trop. Il ne faut pas imaginer que la Russie va déclencher demain le feu nucléaire parce qu'un missile Atacms est tombé sur une base militaire dans l'oblast de Bryansk. Pourtant, le 12 septembre, il l'avait dit, le président russe, il s'est exprimé en disant si on nous attaque sur notre territoire, ça sera considéré comme des belligérants. Oui, mais si vous voulez, c'est pas la première fois qu'il répète ça. Lorsque les Ukrainiens sont rentrés dans l'oblast de Kursk, il aurait normalement dû se produire quelque chose, il ne s'est rien produit. Donc effectivement, et de toute façon, en fait, du point de vue russe, la Russie se voit déjà comme en guerre contre l'Occident et elle mène déjà des actions de guerre hybride contre l'Occident. Donc je pense pas qu'il faille s'attendre à une escalade. En revanche, là où je trouve que c'est relativement intéressant, c'est que effectivement dans cette modification des conditions d'utilisation du feu nucléaire par la Russie, il y a déjà l'inclusion du Bélarus, ce qui est quand même pas anodin, et d'autres qui est considéré désormais comme faisant plus ou moins partie intégrante du territoire russe. Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit toujours, la bélarusisation de l'Ukraine. C'est ce qui serait le but avoué de... Exactement. Et l'autre aspect qui me semble plus intéressant à long terme, c'est qu'effectivement, désormais, la Russie s'estimera légitime à utiliser le feu nucléaire s'il y a une attaque massive menée par un pays soutenu par une puissance nucléaire. Et je pense que là, il faut, à mon sens, y voir une volonté de préparer l'avenir de la part du Kremlin, de dire si jamais il y a un cessez-le-feu et que les Ukrainiens dans 2-3 ans, parce qu'ils seront beaucoup plus forts technologiquement et militairement, décident de reprendre l'offensive avec le soutien des Occidentaux, à ce moment-là, je pourrais agiter une nouvelle fois la menace nucléaire, quitte à l'utiliser directement pour empêcher les Ukrainiens de tenter de reprendre des territoires qui seraient occupés par la Russie. Et aujourd'hui, vous pensez que l'Ukraine est lâchée en quelque sorte? On voit au G20, rien n'est sorti du G20, effectivement, à part que oui, il fallait arrêter les combats, mais sinon, on n'a pas nommé la Russie. D'ailleurs, le Brésil... a une position là aussi assez tangente là-dessus. Pour le coup, effectivement, le G20, c'est toujours un peu compliqué. Il y a des États comme le Brésil, pays hôte, ou l'Inde qui effectivement essayent de jouer un peu sur tous les tableaux et donc ne souhaitent certainement pas condamner la Russie directement et ne souhaitent pas s'associer à des communiqués qui condamneraient la Russie trop fortement. On a quand même vu, c'était un petit peu l'un des derniers rendez-vous de certains pays occidentaux avec Joe Biden, donc il y a probablement eu une volonté quand même de se synchroniser une dernière fois. Je pense que ce qui est important, c'est aussi la réunion du triangle de Weimar qui a lieu aujourd'hui, donc avec la Pologne, la France, enfin les ministres des Affaires étrangères polonais, français, allemands, et il y a aussi britanniques et italiens qui sont là. Donc, mais effectivement, l'arrivée de Trump, quand bien même elle ne serait pas encore effective, a sonné une espèce a mis en place une espèce de timing, en fait, de timer un petit peu de 2 mois, et on sent qu'effectivement la plupart les États-Unis sont très clairement en retrait, et effectivement il y a une volonté côté européen d'essayer de trouver une solution pour soutenir un peu l'Ukraine et éviter qu'elle soit abandonnée en campagne, mais c'est très compliqué. On voit bien certains pays comme l'Allemagne qui jouent un peu leur carte en solo, et donc effectivement ça va être très compliqué pour les Ukrainiens, et je pense que c'est aussi pour ça que Volodymyr Zelensky prépare sa population à une inéluctable discussion avec la Russie. Armistice, c'est ce qui pourrait se profiler. Disons que je dirais que ça va dépendre un petit peu des conditions dans lesquelles c'est fait, mais si effectivement on part sur l'idée trumpienne d'un cessez-le-feu en 24 heures, ça voudrait dire un gel du conflit, mais qui résoudrait rien sur le fond. On serait sur une espèce de Minsk 3, c'est-à-dire un accord de cessez-le-feu sur la ligne actuelle, donc grosso modo tout ce que la Russie a conquis est à la Russie. Donc 20%, on rappelle quand même le territoire. Donc, de facto, pas des jurés, mais de facto, ce serait à la Russie, avec une probabilité assez forte que la Russie reprenne l'offensive, un petit peu comme ce qui s'est passé entre 2015 et 2022, où on avait des accords de Minsk 2 supervisés par des observateurs internationaux, mais qui n'avaient pas vraiment de poids. Et finalement, la Russie a repris son conflit en 2022. Donc effectivement, ce serait extrêmement dommageable pour l'Ukraine, avec, comme l'a dit votre reporter sur place, des conséquences à très long terme. Il est très probable qu'une partie des Ukrainiens déciderait de quitter définitivement le pays. Pour le coup, moi, je parlais par exemple ce matin avec quelqu'un qui est à Odessa, qui a échappé de peu à la frappe de missiles hier, et qui me disait, si concrètement on s'achemine vers un cessez-le-feu, oui, je vais repartir en Europe, parce qu'il n'y a pas d'avenir dans ce pays-là. Donc c'est ça le vrai problème, en fait. Alors vous avez consacré un livre donc à la guerre hybride. Il y a des nouveaux épisodes effectivement qui sont arrivés de sabotage. Berlin parle de sabotage avec la rupture d'un câble sous-marin qui reliait l'Allemagne
à la Finlande. Là, il y a 6 pays européens qui dénoncent l'escalade de ces attaques hybrides. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le concept de guerre hybride et est-ce que c'est ça la grande force de Vladimir Poutine aujourd'hui? Alors, en fait, la guerre hybride, dans un contexte, c'est quelque chose d'assez vaste, mais du coup, effectivement, l'objectif, si vous voulez, c'est de préparer le terrain et de mener le conflit, en fait, dans un pays ennemi, mais sans atteindre le niveau d'une guerre ouverte. Donc, c'est-à-dire, ça peut passer par plein de choses, ça peut passer par de la propagande, ça peut passer par des actions de sabotage, comme on l'a vu là, ça peut passer aussi par, effectivement, de la corruption, en fait, pour essayer d'attirer les faveurs de pays que vous essayez de manipuler, etc. L'objectif étant finalement de ne pas arriver à la guerre ouverte, mais d'obtenir vos objectifs, voilà, en travaillant le pays en profondeur. Mais par contre, effectivement, ce que l'on constate depuis plusieurs mois, et depuis grosso modo 2022 même, c'est qu'effectivement la Russie augmente très fortement son niveau d'hybridité, on va dire, dans ses attaques contre l'Occident. On se rappelle de ces pochoirs avec des étoiles de David en plein Paris pour essayer de déstabiliser la France. On a vu des actions de propagande pour essayer notamment de pousser, ça remonte un peu plus loin, mais le mouvement des Gilets jaunes, en fait, parce que tout ce qui affaiblit l'Occident est bon pour la Russie. On pourrait parler de... mais justement, certains experts disent que ça joue aussi sur les partis au pouvoir, d'où l'intérêt d'avoir des amitiés très fortes avec des partis d'extrême droite et de les voir arriver, effectivement, au pouvoir. Ça, c'est aussi une forme de guerre hybride? Oui, complètement, effectivement. En gros, tout ce qui peut affaiblir l'Occident, et donc effectivement, dans ce cadre-là, des partis un petit peu nationalistes qui sont contre l'idée européenne, c'est pain béni pour la Russie. Donc effectivement, alors ces collusions sont pas forcément toujours totalement explicite, c'est-à-dire qu'il y a aussi un corpus idéologique qui réunit l'extrême droite et Vladimir Poutine. Donc, c'est pas forcément, il faut pas imaginer que toutes les idées de l'extrême droite sont téléguidées par le Kremlin. Mais en revanche, effectivement, il est très clair que, on l'a vu financièrement, Vladimir Poutine a soutenu plusieurs partis. On a vu que les propagandistes en chef du Kremlin ont aidé des campagnes médiatiques du parti Vox en Espagne, du parti AfD en Allemagne. Donc, tout ça, effectivement, fait que tout ce qui affaiblit l'Occident et tout ce qui divise finalement les pays européens entre eux et l'OTAN, de façon plus générale, c'est effectivement très bon pour la Russie et c'est le but ultime de la guerre hybride russe. Et certains pays se préparent alors depuis longtemps à une guerre possible avec la Russie. Je pense à la Finlande, à la Suède. Il y a des guides qui sont distribués, il y a des sites internet pour que faire en cas de guerre. Vous y croyez à cette guerre menée contre les pays baltes ou contre certains pays nordiques? Alors, une guerre ouverte militaire, effectivement, semble assez irréaliste pour le moment. En fait, la protection otanienne fait que effectivement, ça semble un peu irréaliste. En revanche, effectivement, le problème, c'est que si les États-Unis de Donald Trump décident de véritablement se retirer du continent européen pour s'adresser directement et s'attaquer directement à la Chine, qui est l'enjeu majeur pour les États-Unis, il y a un vrai risque en fait. Si vous voulez, la protection de l'article 5 de l'OTAN ne tient que parce que il est estimé comme crédible. C'est-à-dire que si un jour un État européen est attaqué, on estime comme crédible le fait que les autres pays, et notamment les États-Unis, interviendront. Effectivement, si les États-Unis commencent à faire passer des messages disant que bon, l'Europe, on s'en fout, pour faire très, très simple. Il y a un vrai risque, en fait, qu'effectivement, cette dissuasion n'en soit plus vraiment une et qu'effectivement, des États, la Russie notamment, puisque c'est quand même le principal adversaire en Europe, soit effectivement tenter des choses. Mais encore une fois, on n'est pas obligé d'en arriver à un niveau de guerre ouverte. On peut tout à fait envisager des actions de déstabilisation comme on a vu en Moldavie, on en a vu en Géorgie, et on pourrait tout à fait imaginer ce genre de choses sur des minorités, par exemple dans les pays baltes. Alors on va voir une image qui a beaucoup tourné en Ukraine notamment et qui a été relayée par les autorités ukrainiennes. Voir, c'est une jeune femme qui a été institutrice dans sa vraie vie. Et là, voilà, elle tire. C'est son premier tir, semble-t-il, sur un missile russe. Et ça marche. Ça marche. C'est son premier tir. Et donc, elle n'en revient même pas elle-même. C'est une image forte de la résistance. On l'entend. C'est important, ce genre d'image, même si on a bien compris. Gulliver Krag, qui était en direct de Kiev, nous dit que les Ukrainiens sont fatigués. C'est dur. 3e hiver. Oui, non, mais effectivement, c'est très, très dur pour les civils. Il faut bien comprendre que toutes ces frappes sont sur le système énergétique. Ça, effectivement, il n'y a plus d'électricité, mais du coup, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de chauffage. Il faut bien comprendre que quasiment toutes les nuits, il y a des drones Shahed, donc les gens sont réveillés à 3h du matin par les sirènes, par les applications pour alerter qu'il va y avoir des frappes. Donc, il y a un état de tension permanente. Il y a vraiment presque une schizophrénie entre le jour et la nuit en Ukraine, où le jour, la vie est à peu près normale dans les grandes villes comme Kiev, Odessa ou Dnipro, mais la nuit, en revanche, il y a une espèce de
tension parce qu'on sait que les Shahed vont arriver, parce qu'on sait que les missiles vont arriver. Donc effectivement, c'est extrêmement compliqué. Et ce que cette image illustre aussi, c'est qu'effectivement, l'armée ukrainienne, c'est une armée de conscrits avec des gens qui se sont, alors certes, pour certains engagés depuis 10 ans, depuis le Donbass, mais pour beaucoup, en fait, ce sont des gens qui ont pris les armes en 2022 ou depuis. Et effectivement, c'est aussi ça qui est compliqué. Et c'est ça qui rend compliqué finalement la durée de la guerre côté ukrainien, c'est que pour maintenir l'effort de mobilisation, on sait que les Ukrainiens manquent d'hommes, il faut respecter une espèce de processus démocratique et d'adhésion finalement de la société ukrainienne à l'effort de guerre. Et ça c'est un poids extrêmement important sur le gouvernement ukrainien. Est-ce que pour vous, Vladimir Poutine a d'ores et déjà gagné cette guerre ? Je dirais pas qu'il l'a gagné parce que il obtient des gains tactiques sur le terrain, c'est une évidence. L'objectif ultime de contrôle de l'Ukraine n'est quand même pas atteint. Ça a quand même énormément affaibli la Russie, on s'en rend pas vraiment compte, mais le basculement en économie de guerre va avoir des impacts extrêmement importants. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, par exemple pour l'exploitation du pétrole et du gaz, la Russie n'a plus accès en fait aux technologies occidentales qui sont fondamentales, notamment pour le Grand Nord. Et donc tous les grands projets du Grand Nord, de l'exploitation de Yamal 2, de tous ces terminaux notamment de gaz liquéfié, tout ça est arrêté en fait. Et donc si vous voulez, mon sentiment, ça sera peut-être sur le plan économique. Voilà, mon sentiment, c'est que Vladimir Poutine a hypothéqué l'avenir de la Russie économique, géopolitique, pour des gains à court terme dans le Donbass. Et donc, effectivement, de ce cadre-là, je ne pense pas qu'on puisse parler de victoire. Merci Ulrich Bouna d'être venu dans Paris Direct. Je rappelle le titre de votre livre, La guerre hybride en Ukraine. Quelle perspective. Merci d'avoir accepté notre invitation ce 1000e jour de guerre en Ukraine. Et merci à Gulliver Krag qui était en direct de Kiev. Paris Direct se poursuit.